J'ai eu 25 ans un mardi. Pas de fête, pas de gâteau, juste un coup frappé à la porte de la maison d'amis vers 7 heures du matin. C'était mon père, Martin Reed. Ses manches étaient retroussées comme s'il s'apprêtait à faire du jardinage, mais ses yeux étaient vifs, alertes, comme si quelque chose allait être exécuté. « Viens à la cuisine », dit-il. « Nous devons parler. » Je l'ai suivi à travers la porte arrière et dans la maison. Je n'étais pas entré dans la maison principale depuis plus d'une semaine. Pas depuis que mon frère avait emménagé à nouveau. La cuisine sentait le pain grillé et le café. Ma mère était à table, déjà habillée, sirotant dans sa tasse comme si c'était un jour comme les autres. Comme si ce n'était pas mon anniversaire. Comme si rien de ce matin n'était inhabituel. Il n'y avait pas de ballon, pas de cartes. Mais il y avait une valise près de la porte. Ma valise, celle en cuir marron avec mes initiales, JR, gravées sur le côté. Elle n'avait pas été utilisée depuis l'université. Je la regardais, puis eux. Ma mère ne sourit pas. Tu as 25 ans maintenant, Juliana. Il est temps. J'ai attendu. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour une raison qui avait du sens. Peut-être juste pour que quelqu'un dise qu'il était désolé. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous avons décidé. Il est temps pour toi de déménager. Aujourd'hui, demandai-je. Ma voix sortit mince, presque comme celle de quelqu'un d'autre. Il acquiesça. Les affaires d'Austin ont besoin d'espace. Il utilisera la maison d'amis pour l'instant. Je suis resté là, sans discuter, sans pleurer, juste immobile. Ma mère se leva, marcha vers la valise, et la ferma complètement. Tes affaires essentielles sont emballées, dit-elle. Nous pensions que cela te ferait gagner du temps. Ma gorge se serra, mais je ne dis rien. Ils ne demandèrent pas où j'allais. Ils ne proposèrent pas de liste d'endroits, ni même un taxi. Ils ouvrirent juste la porte. Je suis sorti dans l'air du matin, avec une valise à la main et le son de la porte qui se refermait derrière moi. C'était tout. C'était mon anniversaire. Je n'ai pas pleuré quand j'ai atteint le bout de la rue. Je n'ai même pas arrêté de marcher. Juste un pied devant l'autre, comme si j'étais en pilote automatique. Comme si mon corps savait quelque chose que mon cœur n'avait pas encore rattrapé. Il l'avait prévu. Cette valise était trop soigneusement emballée, trop efficace. Mais la vérité? Cela n'a pas commencé ce matin-là. Cela a commencé il y a des années. Peut-être au moment où Austin est né. Il était plus jeune de 3 ans. Cheveux blonds, large sourire, énergie sans fin. Le genre d'enfant que les gens applaudissaient naturellement, même lorsqu'il n'avait pas fait grand-chose. Regardez-le faire, disait-il. Quel leader. À 10 ans, il jouait au soccer de compétition et était déjà membre d'un comité de direction à l'école. Ma mère ne manquait jamais un match. Pas un seul. J'ai peint une fresque dans la bibliothèque de l'école quand j'avais 14 ans. Ça m'a pris 2 semaines, après l'école tous les jours. Personne de ma famille n'est venu la voir. Ils ont dit qu'ils étaient juste tellement occupés cette semaine-là. Austin est allé à l'université à New York. Une université privée avec un programme de commerce qui coûtait plus cher par semestre que mes 4 années entières à Greenville Tech. Mes parents ont tout payé. Je suis resté près de chez nous, j'ai obtenu des bourses, j'ai servi des tables la nuit, j'ai conçu des sites web pour mon dortoir juste pour pouvoir acheter des livres. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont demandé si je voulais retourner habiter dans la maison d'amis, pour un loyer modeste. J'ai accepté. J'avais besoin d'espace. Je n'ai rien demandé d'autre. Austin est revenu 2 ans plus tard. Pas d'emploi, juste une vision. Mon père lui a donné du capital d'amorçage. Ma mère a vidé le garage pour qu'il ait de la place pour réfléchir. Ils lui ont organisé une fête de lancement dans le jardin, traiteur, musique, bannière imprimée. J'ai aidé à concevoir son dossier de présentation. Je ne l'ai pas fait payer. Je n'ai pas eu de remerciements non plus. Il disait à tout le monde, Austin va changer le monde. Personne ne demandait jamais sur quoi je travaillais. Ce n'était pas de l'amertume. Pas exactement. Plutôt une sorte d'invisibilité. Il y a une sorte de silence qui grandit en vous lorsque vous êtes toujours le personnage secondaire de votre propre vie. Lorsque vos victoires sont des notes de bas de page, et que votre présence est une courtoisie.
J'ai cessé d'essayer de les impressionner à peu près au moment où Austin a eu une nouvelle voiture et que je continuais à faire du vélo pour mes missions en freelance. Une fois, j'ai entendu mon père au téléphone. Il a dit, Austin est celui vers qui nous nous dirigeons. Jules est stable. Stable. Comme une étagère ou une application météo. Je pensais que peut-être un jour ce serait une bonne chose. Qu'être constante signifierait que l'on aurait confiance en moi, que l'on aurait besoin de moi. Mais à la fin, ils n'ont même pas dit merci. Ils ont juste emballé mes affaires et donné l'espace à celui qui en avait déjà pris tant. Le pire n'était pas d'être expulsé. C'était de réaliser qu'ils n'avaient jamais pensé que j'allais quelque part qui valait la peine d'être suivi. Et je les avais crus, pendant longtemps. Jusqu'à maintenant. Le motel sentait le vieux nettoyant au citron et quelque chose d'autre en dessous qui n'avait pas été lavé depuis des semaines. J'ai glissé la carte magnétique. La porte a bloqué avant de s'ouvrir avec un grincement. Chambre 107. Pas de vue, juste un lit simple, une lampe, et un mur qui bourdonnait à cause du distributeur automatique de l'autre côté. Ça n'avait pas d'importance. Je ne restais pas longtemps. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai laissé tomber la valise par terre et me suis assise sur le bord du lit, tenant toujours la poignée, comme si je n'étais pas sûr d'avoir le droit de lâcher prise. Ils avaient vraiment tout emballé. Brosse à dents, chargeur, chaussettes, tout soigneusement plié, comme s'ils voulaient que cela paraisse prévenant, propre. J'ai ouvert la poche principale, j'ai fouillé à travers les couches. Ce n'est qu'en ouvrant le rabat avant que je l'ai trouvé, aplati contre la doublure intérieure. Une enveloppe. Pas de timbre, pas de marque sauf mon nom, Juliana, écrit de la main de mon grand-père. Net, mesuré, intentionnel. Je n'avais pas vu cette écriture depuis presque 10 ans. Grand-père Henri. Le père de mon père. Il est décédé quand j'avais 15 ans. Il me laissait m'asseoir à côté de lui à sa table à dessin. Il me montrait comment tenir une règle en T, me disait que les bâtiments n'étaient pas faits d'acier. Ils étaient faits de clarté. Ceci, a-t-il dit un jour, en tapotant une ligne de croquinette, c'est ce que signifie ne pas perdre de temps. J'avais oublié qu'il m'avait donné quelque chose aux funérailles. Une enveloppe scellée. Pas avant tes 25 ans, avait-il dit. Je ne l'avais pas ouverte. Je l'avais glissée à l'intérieur de cette valise pour la mettre en sécurité, pensant que ce jour-là était loin. Apparemment, ce jour-là était aujourd'hui. Je suis resté immobile pendant longtemps, l'enveloppe sur mes genoux, un doigt posé sur la couture. Une partie de moi ne voulait pas l'ouvrir. Pas ici. Pas dans un motel qui sentait l'eau de Javel et la perte. Mais une autre partie, celle qui venait d'être effacée sans avertissement, avait besoin de savoir si quelqu'un l'avait jamais vue clairement. J'ai glissé mon pouce sous le rabat et je l'ai ouverte. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait 3 éléments. Le premier était une lettre. 2 pages, tapées mais signées au stylo. Chère Juliana, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que tu as eu 25 ans. Et cela signifie que les termes que nous avons établis t'appartiennent maintenant. Mon grand-père écrivait comme il parlait, pas de mots perdus, pas de fioritures. Il parlait de l'entreprise familiale, Reed & Timberland. Comment il l'avait construite à partir d'une seule scierie et d'un seul camion. Comment il avait vu mon père la faire grandir, mais aussi la rétrécir. Martin a de l'ambition, écrivit-il, mais pas toujours de vision. Et la vision, Juliana, c'est ce que tu as toujours eu. Il a dit qu'il l'avait vu tôt. Comment j'étudiais les bâtiments, remarquais des détails que d'autres ignoraient, comment j'utilisais la couleur et l'espace comme un langage. Tu n'es pas bruyante. Tu es précise. C'est le genre d'esprit que les entreprises oublient de récompenser. Moi, je ne l'ai pas fait. Le deuxième élément était un document légal notarié. J'ai reconnu l'en-tête. Il appartenait à Harper & Lindell, le cabinet d'avocats qui s'occupait de la plupart des affaires de notre famille. Le document était un transfert d'intérêt. 15%. 15% de Reed & Timberland Corp, effectif à mon 25e anniversaire. Personne ne peut la révoquer, écrivit-il. Ils peuvent retarder. Ils peuvent ignorer. Mais la propriété est à toi. Et si tu le choisis, ta voix à la table est de 2. Ma respiration s'est coupée. Je l'ai relu. 15%. Je n'étais même pas sûr de comprendre ce que cela signifiait encore. Pas en dollars. Pas en pouvoir légal. Mais c'était plus que ce qu'on m'avait jamais donné, plus qu'une permission.
C'était une présence. Le troisième élément était un nom et un numéro, Ellen Whittaker, conseil successoral, Harper & Lindell. Et en dessous, une note de sa main, s'ils ne t'ont jamais rien dit, appelle-la. Cette ligne m'a frappé plus fort que toutes les autres. S'ils ne t'ont jamais rien dit. Il savait. Il savait qu'il pourrait me le cacher. Et il l'avait fait. 10 ans. 10 années entières où j'avais travaillé tard dans la nuit, couru après des factures, arrangé des logos pour de petits clients d'entreprise, tout cela pendant qu'il restait là-dessus. J'ai regardé le plafond de la chambre du motel. Le bourdonnement du distributeur automatique semblait plus fort maintenant. Puis j'ai baissé les yeux sur le numéro. Je ne me sentais pas en colère. Pas encore. Mais quelque chose en moi s'est déplacé. Quelque chose de froid, de vif et de stable. Ils pensaient m'avoir effacé. Ils avaient oublié quel jour c'était vraiment. Le lendemain matin, je me suis habillé avec les mêmes vêtements que la veille. Un jean simple, un blazer sombre, et des ballerines qui avaient connu des jours meilleurs. J'ai soigneusement emballé les documents dans une pochette en plastique que j'avais achetée à la station-service de l'autre côté de la rue. Elle était mince et un peu fragile, mais elle faisait l'affaire. Puis j'ai appelé le numéro d'Ellen Whittaker, conseil successoral. Son assistante a décroché à la 3e sonnerie. Madame Whittaker est en réunion. Puis-je prendre un message? J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause, le genre qui s'étire plus longtemps qu'elle ne le devrait. Juliana Reed a demandé la voix à nouveau. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Un clic, puis un autre. Puis Hélène elle-même a pris la ligne. Madame Reed, a-t-elle dit. Sa voix était calme, professionnelle, mais plus chaleureuse que je ne l'attendais. J'attendais cet appel. Elle m'a donné l'adresse. Harper & Lindell était dans un bâtiment de faible hauteur en centre-ville, niché entre un café et un service de notaire. Cela ne ressemblait pas à un endroit où les gens changeaient de vie, mais pour moi, c'en était un. Elle m'a rencontré dans le hall. La cinquantaine, des yeux vifs et gentils. Nous n'avons pas serré la main. Elle a juste hoché la tête et a dit « Venez avec moi ». Son bureau était rangé, mais pas intimidant. Il y avait une photo d'elle et d'un Golden Retriever sur l'étagère, ce qui m'a plu instantanément. « Je suppose que vous avez apporté ce que votre grand-père vous a laissé ?» a-t-elle demandé. Je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a parcourue rapidement, ses yeux scannant chaque page avec la précision de quelqu'un qui a fait cela 1000 fois. « Ce sont les originaux », a-t-elle confirmé. Bien. Elle s'est tournée vers son écran, a tapé quelque chose, puis s'est arrêtée. Juliana, a-t-elle dit, me regardant directement. Votre nom est inscrit dans les registres depuis 10 ans, mais vos parents n'ont jamais répondu aux avis de vérification annuels. Ils ne m'ont jamais rien dit, ai-je dit. Je sais, a-t-elle soupiré. Mais vous êtes là maintenant, et cela signifie que nous pouvons tout finaliser. Au cours des 30 minutes suivantes, elle m'a expliqué ce que signifiaient les 15% dividendes, droit de vote, accès au registre. C'était réel. Tout cela. Je n'étais pas seulement quelqu'un qu'ils avaient oublié de célébrer. J'étais quelqu'un avec un siège qu'ils ne pouvaient pas me retirer. Quand nous eûmes terminé, j'avais une copie du certificat de propriété mis à jour, une pile de documents légaux, et une nouvelle pochette. Celle-ci était en vrai cuir, avec le logo doré du cabinet pressé sur la couverture. Alors que je me levais pour partir, Hélène a dit « Encore une chose ». Je me suis retourné. Elle m'a tendu une carte de visite. Si quelqu'un remet en question votre rôle, dites-lui de m'appeler directement. Je l'ai glissé dans ma poche, j'ai hoché la tête une fois, et je suis sorti. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai juste continué à marcher. Je ne suis pas retourné au motel. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, j'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à un café avec une bonne connexion Wi-Fi et un coin tranquille à l'arrière. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé 2 mots dans la barre de recherche, espace atelier. Je ne voulais pas grand-chose, juste de la lumière et une porte qui se fermait de l'intérieur. À la fin de la journée, j'avais trouvé un petit loft juste à l'extérieur de la ville. C'était autrefois une galerie d'art. Mur blanc, grande fenêtre, une verrière qui laissait entrer le genre de soleil matinal sous lequel on pouvait travailler pendant des heures. J'ai signé le bail avec l'argent de mon premier chèque de dividende. Le deuxième chèque a servi à l'aménager, un bureau, un canapé, une lampe sur pied en forme de branche d'arbre.
Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Pas de loyer à mes parents, pas de charge au nom de quelqu'un d'autre. J'ai emménagé un jeudi, seul. Pas de carton, juste la même valise et la même pochette qu'Hélène m'avait donnée. J'ai déballé lentement, j'ai accroché 3 de mes impressions préférées au mur. Puis je me suis assise au bureau et j'ai ouvert un nouveau document. En haut, j'ai tapé « Jules Reed Studio ». C'était le nom. Pas Reed Design. Pas Juliana Créative. Juste le mien. Au cours des semaines suivantes, j'ai reconstruit mon site de portfolio, contacté d'anciens clients, redessiné mon modèle de facture. Tout ce qui semblait autrefois patchwork a commencé à sembler permanent. Et puis, un après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commandé une plaque. Rien de grand, juste un petit rectangle en laiton, de 4 pouces de large. La gravure était simple, Jules Reed Studio. En silence, j'ai construit. Je l'ai vissé au mur à côté de l'entrée, j'ai passé mon pouce dessus une fois, puis j'ai reculé et je l'ai regardé. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas une déclaration. C'était un repère. Une façon de dire « j'étais ici ». J'avais de l'importance, même quand vous ne le voyez pas. Je n'ai dit à personne. Je ne l'ai pas posté. Je me suis juste mise au travail. Avec le temps, les clients sont venus. De petites entreprises au début, puis un groupe de santé, puis une start-up de Chicago qui m'avait ignoré il y a un an, voulant maintenant une refonte complète. J'ai facturé le double. Ils ont payé sans hésitation. La nuit, je m'asseyais près de la fenêtre avec du thé et du silence. Pas de voix derrière les murs, pas de pas sur les escaliers, pas de rappel de ce que je n'étais pas. Juste de la lumière et de l'espace et mon nom gravé dans le métal, où personne ne pouvait l'effacer. L'appel est arrivé juste après 21h. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais j'ai quand même répondu. Vieille habitude. Juliana. C'était Austin. Sa voix sonnait différemment. Pas suffisante, pas forte. Mince. C'est moi, dis-je platement. Une pause. Alors, je ne savais pas si tu allais répondre. Une autre pause. Il prit une respiration. J'ai besoin d'aide. Je n'ai rien dit. L'application a planté. Pas seulement le code, tout. Nous avons perdu nos investisseurs d'amorçage. La banque a bloqué notre compte. Ces mots se bousculaient, tout en vitesse et sans direction. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend ce qui se passe. Quelqu'un qui peut t'aider à arranger les choses. Pourtant, je ne disais rien. Il a continué. Papa panique. Ils ont utilisé une partie de l'entreprise familiale comme garantie sans l'accord du conseil d'administration. Si cela devient public, ce sera mauvais pour tout le monde, pour tout le monde. Il voulait dire eux. Il n'a pas demandé où j'étais allé après qu'ils aient emballé ma valise. Il n'a pas demandé comment j'allais. Juste, j'ai besoin. Je ne sais pas qui d'autre appeler, a-t-il dit. Maman pensait que peut-être tu. Il s'est interrompu, attendant. Je me tenais près de la fenêtre de mon atelier, regardant la rue tranquille. La lumière du lampadaire se déversait comme du miel sur mon sol. Pendant un instant, j'ai presque oublié à qui je parlais. Puis je me suis souvenu. Il ne m'avait pas appelé quand j'ai eu 25 ans. Il ne m'avait pas appelé quand je suis parti. Ils m'ont appelé maintenant parce qu'il avait échoué, et que je n'avais pas échoué. L'appel suivant est arrivé le soir suivant. Cette fois, j'ai reconnu le numéro, la ligne de la maison, celle qu'il n'appelait jamais sauf si c'était sérieux. Je l'ai laissé sonner 5 fois, puis 6. Puis j'ai décroché. Juliana, la voix de ma mère. Plus calme que d'habitude. Mince, mais essayant toujours de sonner comme de l'autorité enveloppée de préoccupation. J'ai entendu dire que tu avais parlé à Austin, a-t-elle dit. J'ai écouté, ai-je répondu, après un temps d'arrêt. Nous traversons quelque chose en ce moment, a-t-elle dit. Mais cela n'affecte pas seulement lui. Cela nous affecte tous. Nous tous. Il disait toujours nous. Comme si je n'étais jamais parti. Comme s'il ne m'avait pas poussé dehors, avec mon nom sur une valise. Elle a continué de parler. L'entreprise est en danger. Votre père essaie de contenir les dégâts, mais nous avons besoin de soutien. Légal, financier.
Juste quelqu'un que le conseil d'administration écoutera. Puis est venue la vraie demande. Nous savons pour les actions, a-t-elle dit. Nous savons ce que votre grand-père vous a laissé. Enfin. Il savait que je savais. Nous espérions, a-t-elle dit, que vous interviendriez, pour aider à préserver ce qu'il a construit. J'ai attendu, puis j'ai demandé, est-ce la même entreprise dont vous m'avez dit que je ne ferais jamais partie? Juliana, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je ne le fais pas, ai-je dit. Je me souviens juste clairement. Mon père a alors pris le téléphone. Sa voix était ferme. Entraînée. La voix d'un homme habitué à être obéi. Votre mère et moi avons fait des erreurs, a-t-il dit. Mais ce n'est pas le moment pour la rancune. Nous demandons de l'aide. J'ai regardé la plaque sur mon mur. Jules Reed Studio. En silence, j'ai construit. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Alors tu vas aider? Non, ai-je dit doucement. Je me souviens juste de ce que vous avez dit. Que veux-tu dire? J'ai laissé les mots s'installer avant de répondre. Vous m'avez dit que je n'étais pas de la famille. Et je vous ai cru. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, je suis entré dans mon atelier seul. La lumière était douce. L'air sentait le papier et le pain. Ma bougie préférée brûlait près de la fenêtre. J'ai pris une photo de la plaque près de la porte. Jules Reed Studio. En silence, j'ai construit. Dans le silence, j'étais vu. Je l'ai jointe à un message texte. Pas de message. Pas d'explication. Juste l'image. Et je l'ai envoyé au numéro de mon père. Le même qui m'avait appelé un jour pour me dire, tu te débrouilles toute seule. Je n'ai jamais reçu de réponse. Je n'en avais pas besoin. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées. Elles se ferment d'elles-mêmes, tranquillement.